Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et c'est Frédéric Durand-Bazin qui est avec nous comme tous les mardis. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Rédacteur Guillaume. en chef du magazine Le Particulier. Et ensemble, on s'intéresse à un aspect fondamental du contrat d'assurance vie. C'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire qu'il faut particulièrement bien rédiger. C'est pour ça qu'on va y consacrer un long moment. Exactement. La clause bénéficiaire, en fait, c'est vraiment le nerf. C'est le cœur du contrat d'assurance vie. On sait, hein, le contrat d'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Il y a plusieurs raisons à cela, et c'est surtout pour la possibilité qu'ont les souscripteurs de ces contrats de pouvoir transmettre à leurs proches c'est un des outil de sommes. succession. C'est un outil de transmission, effectivement. Comme ça, on peut transmettre à ses proches des sommes très importantes dans des conditions fiscales extrêmement favorables. Mais tout ça, ça ne fonctionne que si on a désigné dans le contrat, de manière correcte et régulière, un ou plusieurs bénéficiaires. L'absence de toute désignation dans le contrat, c'est quand même extrêmement rare, refait tomber les sommes du contrat d'assurance vie dans la succession. Et donc ça ne bénéficiera plus des avantages fiscaux qui sont liés au contrat d'assurance vie. D'où l'importance cruciale et capitale de bien rédiger sa clause bénéficiaire. Des exemples ? Alors oui, la première chose, c'est que les assureurs, ils ont compris quand même que les assurés n'étaient pas tous des férus ni du droit civil, ni du code des assurances. Donc ils prévoient, dès l'origine, dans la plupart des contrats, on a des clauses types. Oui, c'est ça, alors ces clauses types... Comme le loto, il faut cocher la bonne case. On peut la cocher, c'est vrai qu'elle est assez, passe-partout. Hein. En fait, il est rédigé la plupart du temps comme ça. Elle prévoit le versement des capitaux au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut aux héritiers. Voilà. Donc ça, c'est une clause qui va fonctionner dans, on va dire, 90% des cas, parce qu'évidemment, on a envie de favoriser dans un premier temps le conjoint survivant, et si celui-ci ne veut pas de cet argent ou décède en même temps, ça va être versé aux autres enfants, et puis à défaut d'enfants, ça sera versé à l'ensemble des héritiers. Tout ça pour pouvoir bénéficier de ce fameux régime fiscal. Sauf que cette clause, elle n'est pas toujours adaptée à sa situation. C'est-à-dire que cette clause type que vous avez lue, donc on le rappelle, au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut aux héritiers, tout à chacun peut la modifier, faire bouger le curseur pour avantager l'un, avantager l'autre, régler... Effectivement, c'est tout l'avantage de l'assurance vie, c'est sa souplesse. Donc une fois que vous avez souscrit, vous avez rédigé votre clause bénéficiaire, ou vous avez coché cette croix, sachez que vous pouvez la modifier à tout moment. Hein. Ça prend juste la forme d'un avenant qui va être fait au contrat d'assurance vie. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, c'est gratuit. L'assureur ne vous prendra donc aucun frais pour ces dispositions. Donc quelqu'un qui a déjà souscrit son contrat et qui se dit « mais moi j'ai juste coché la case que mon conseiller m'a dit de cocher », oui, il pourra la modifier comme il le souhaite et au moment qu'il le souhaite. Donc c'est surtout la possibilité de faire vivre son contrat au fil des ans, parce que la situation patrimoniale, elle change. On peut avoir été marié un moment et ne plus l'être. On peut avoir de nouveaux enfants. Bref, la cellule familiale peut bouger. On essaye de voir quelques cas précis. Si on veut, par exemple, avantager davantage son conjoint. Alors là, la clause type, elle va fonctionner parce qu'effectivement, elle dit les capitaux seront versés à mon conjoint. Donc ça fonctionne bien. Mais il y a quand même quelques précisions à prendre. Il faut savoir que les sommes à qui, les personnes à qui ces sommes seront versées, ça sera le conjoint qui aura cette qualité au moment de votre décès. Donc si entre-temps vous avez divorcé et que vous êtes remarié, les sommes iront à votre nouveau conjoint. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas mettre par exemple à mon conjoint un tel. Donc à le nommer de manière précise. Parce que là, si jamais vous avez divorcé, vous n'avez pas refait votre clause bénéficiaire, l'assureur ne va pas savoir à qui verser. Est-ce qu'il le verse à mon conjoint ou à madame ou monsieur un tel et si il n'a pas cette qualité de conjoint, il est un peu embêté. Donc il va faire appel au juge. Et le juge, il va falloir qu'il tranche. Donc c'est pas toujours évident. Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. Deuxième chose à prendre en compte, il faut savoir que les partenaires de Pacs, aujourd'hui, pour les assureurs, ils n'ont pas la qualité de conjoint. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas marié, si vous êtes juste pacsé, il faut nommer précisément votre partenaire de Pacs comme bénéficiaire. Donc la clause type, elle, du coup, elle ne fonctionnera plus. Même si au final, on peut imaginer que l'assureur aille aussi saisir le juge en cas de difficulté d'interprétation et que le juge tranche en faveur du
du partenaire de Pacs, mais rien n'est moins sûr. Donc il faut être extrêmement vigilant quand même sur la rédaction de cette clause. Là, on vient d'évoquer le cas pour signer, noter, formuler sa clause bénéficiaire en faveur de son conjoint. Si on veut utiliser la clause bénéficiaire en faveur de ses enfants, comment fait-on? Alors, cette fois, on ne peut pas utiliser la clause type, parce qu'elle désigne en premier rang le conjoint. Donc il faut rédiger sa propre clause. Et alors, en fait, c'est pas compliqué non plus. Il suffit juste de dire dans la clause bénéficiaire, je désigne comme bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie mes enfants, et à défaut, qui vous voulez. C'est important de mettre quand même le à défaut parce que ça permet toujours d'avoir une certaine souplesse. Il est peut-être aussi opportun de rajouter la mention né ou à naître. Ça veut dire que les enfants qui seront en gestation au moment de votre décès, si vous êtes jeune ou si vous êtes encore en âge de procréer, eux seront également concernés par cette clause. Vous pouvez aussi préciser vivant ou représenté dans le cas où un de vos enfants venait à décéder entre le moment où vous avez souscrit le contrat et le moment où vous-même vous allez décéder, ce qui peut permettre à ses propres enfants, donc à vos petits-enfants, d'hériter à la place de son père ou de sa mère. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on peut prévoir soit une répartition égale entre tous ses enfants, donc là, on dit juste dans la clause, donc je désigne mes enfants par parts égales, ou alors on peut imaginer aussi une clé de répartition différente, donc en voulant avantager l'un ou l'autre, il suffit juste de faire attention à ce que le total des sommes que vous allez mettre dans la clé de répartition est bien égal à 100, sinon ça risque de poser aussi des problèmes pour l'assureur. Donc on peut dire très bien la moitié pour ma fille un tel, 25% pour mon fils un tel et le restant pour mon fils un tel. Voilà. Donc ça fonctionne bien et ça permet d'avoir des répartitions un peu plus souples. Si on continue à dérouler les cas particuliers, mais c'est intéressant dans le cadre de cette clause bénéficiaire, est-ce qu'on peut imaginer que, en rédigeant convenablement la clause, ça permette de conférer à l'assurance vie un moyen, on va dire, de sauter une génération, en clair, de transmettre à ses petits-enfants? Alors là aussi, c'est vraiment une des souplesses de l'assurance vie, c'est qu'effectivement, on peut faire un saut de génération et transmettre directement aux petits-enfants. Donc là, c'est pareil, sur la clause bénéficiaire, vous allez juste mettre « je transmets mes capitaux à mes petits-enfants ». Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne va pas mettre né ou à naître, parce que comme il n'y a pas de lien direct entre... Enfin, il y a quand même une génération entre... C'est compliqué de savoir si un tel va avoir des enfants entre le moment où on rédige la clause, au moment où on décède, etc. Donc, ça fiche la situation à un moment donné. Donc, c'est plutôt les petits-enfants qui sont nés au moment où je rédige la clause bénéficiaire. Là aussi, il peut y avoir des précautions à prendre. Par exemple, si les enfants sont mineurs, il faut savoir que les sommes, en attendant qu'ils soient majeurs, sont administrées par le représentant légal. Donc, en général, c'est plutôt les parents. Bon, si vous ne voulez pas que ça soit le cas... Ça peut être le cas, notamment dans le cadre des familles recomposées, où vous n'avez pas envie que votre belle-fille, ou c'est même plus votre belle-fille, ait la charge de ces sommes pendant que votre petit enfant, avant qu'il devienne majeur. Donc on peut très bien imaginer de prévoir directement dans la clause que les sommes ne seront transmises qu'à la majorité de l'enfant. Ça, l'assureur l'accepte tout à fait. Il faut juste se renseigner auprès de l'assureur pour voir comment est-ce que ces sommes vont être rémunérées entre le moment de votre propre décès et le moment où les sommes seront versées au petit enfant. Et voilà. Donc aussi, dans le cadre de l'assurance vie, on peut faire un saut de génération sans aucun problème. Comment doit-on rédiger cette clause bénéficiaire si justement on veut laisser à ses enfants la possibilité de renoncer, enfin d'effectuer eux-mêmes finalement le saut de génération? Parce que ça peut se produire, des parents qui n'ont plus forcément besoin, entre guillemets, d'argent et qui ont des enfants eux-mêmes qui débutent dans la vie et qui auraient bien besoin d'un petit matelas. Alors, vous avez utilisé le bon terme, en fait, en parlant de renoncer. Donc, c'est la renonciation, aujourd'hui, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, elle n'est pas de droit. Ce qui est possible aujourd'hui dans le cadre du droit commun, dans le cadre du droit civil, c'est pas possible aujourd'hui dans le cadre du droit des assurances. C'est-à-dire que si un bénéficiaire d'un rang, ce qu'on n'a peut-être pas expliqué, c'est qu'on peut avoir plusieurs rangs de bénéficiaires. Le premier rang, c'est celui qui va recevoir le capital de plein droit. S'il refuse ce capital, ça va aller aux bénéficiaires de second rang, et si eux-mêmes refusent, ça va aller aux bénéficiaires de troisième rang, si on en a prévu. Mais aujourd'hui, le bénéficiaire de premier rang qui renonce à son capital, ça va aller aux bénéficiaires de second rang, ceux qui sont prévus dans le contrat. Donc s'il renonce, il ne va pas pouvoir renoncer expressément pour ses propres enfants. Donc ça veut dire que si vous voulez laisser la possibilité à votre fils ou à votre fille de le faire, il faut le prévoir dans le contrat. Donc il faut rédiger la clause de telle manière que ça soit possible,
Par exemple, en mettant donc les sommes seront transmises à mes enfants ou leurs représentants en cas de décès ou de renonciation. Donc il faut bien préciser ou de renonciation. Si vous ne le faites pas, ça va être partagé entre l'ensemble des bénéficiaires du contrat. Donc il faut juste flécher. C'est un peu le principe d'ailleurs. Il faut flécher le parcours. Voilà, exactement, il faut flécher le parcours, vous allez trouver la bonne image. C'est exactement ça. Comment faire pour répartir le capital entre plusieurs personnes? Si on veut justement qu'il y en ait plusieurs au rang 1 qui touchent la même somme. Donc effectivement, il faut, alors le loto en espérant que vous ayez un gros contrat, mais effectivement il faut des petits gains aussi au loto. Il faut mettre sur le premier rang l'ensemble des bénéficiaires que vous voulez gratifier au moment de votre décès. Et là aussi, vous pouvez faire des clés de répartition, ou alors vous faites par parts égales, ou enfin, vous pouvez faire votre petit mélange, savant mélange. Tout ça, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez dire, par exemple, je laisse 50% de mon capital à mon conjoint et le reste à mon fils unique. Ça peut être ça. Alors, il faut bien... Il y a une autre solution qui est possible de mettre en place, c'est le démembrement. C'est-à-dire? Alors le démembrement... Revenons rapidement, mais un petit mot du démembrement. Alors le démembrement, c'est une technique qui permet de désigner un bénéficiaire comme nu propriétaire, donc et l'autre comme usufruitier. Et l'autre comme usufruitier. Donc l'usufruitier, il va pouvoir toucher les fruits de cet argent pendant tout le temps où il sera en vie, puis au moment de son décès, le nu propriétaire pourra récupérer l'ensemble des sommes. Mais là aussi, il faut bien le prévoir dans la clause bénéficiaire, il faut prévoir mon conjoint usufruitier et mes enfants nus propriétaires. Vous avez évoqué le cas des conjoints, le cas des partenaires de Pacs, le cas des enfants, des petits-enfants ou autres. Si on a juste un concubin ou un tiers, alors, on peut aussi jouer à l'assurance vie? Tout le monde aujourd'hui a vocation à être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. C'est le côté universel de l'assurance vie. Il suffit juste de le désigner. D'accord. Et il faut le désigner précisément. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc il faut savoir que le concubin, effectivement, si vous ne le désignez pas, lui, il n'a aucun droit sur votre succession. C'est la grande différence entre un partenaire de Pacs, un époux et le concubin. Le concubin, il n'a droit à rien. Donc si vous voulez le protéger, il faut le désigner nommément. Il ne faut pas juste dire mon compagnon, mon concubin. Il faut dire monsieur un tel ou madame un tel résidant à tel endroit. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté et cette personne sera protégée dans les mêmes largeurs que vos autres héritiers. Donc ça, c'est important. Et après, voire même plus, entre guillemets, puisqu'on peut... C'est encore plus important, vous avez raison, parce que sinon, il n'y a rien. Hein. Et puis, vous pouvez très bien désigner un tiers, un ami, qui vous voulez. Ça ne pose strictement aucun problème, sauf à ce que vous ayez atteint, comme on dit toujours, vous ayez touché aux droits de vos héritiers. Hein. C'est la seule limite. Il faut faire attention à ne pas donner par le biais du contrat d'assurance vie plus que ce que vous pouvez ce dont vous pouvez disposer au titre de votre propre patrimoine. Voilà. Si on pousse le vice encore un peu plus loin, est-ce qu'on peut inscrire une personne morale? Oui. On peut désigner, par exemple, une association, une œuvre caritative, enfin, qui vous voulez en tant que personne morale. Vous pouvez même, si ça vous chante, donner tout ça à l'État pour qu'il réduise son déficit. Donc ça sera le bienvenu. Vous pouvez désormais, enfin pas désormais, vous pouvez désigner qui vous souhaitez dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. On ne peut pas désigner ces animaux encore. Ah, j'en étais sûr. Forcément que ça vous pendait au nez. Non, non, heureusement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui, parce que je crois que ça a un peu changé, prévenir les ayants droit qu'ils sont couchés comme ça sur l'assurance vie? Oui, vous ne craignez plus rien. Effectivement, pendant très longtemps, les professionnels de la gestion de patrimoine déconseillaient aux souscripteurs de contrats d'assurance vie de prévenir leurs bénéficiaires parce que il suffisait que ce dernier accepte le contrat à son profit et hop, l'épargnant, le souscripteur, il ne pouvait plus rien faire. Ouais. Son épargne était bloquée. Aujourd'hui, il y a une modification législative, ça date déjà depuis un petit moment, c'est 2007, qui prévoit qu'on ne peut plus accepter le contrat sans l'accord express du souscripteur. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez prévenir vos bénéficiaires. Vous savez que votre contrat ne tombera pas en déshérence, donc c'est-à-dire que les sommes seront réclamées à votre décès. Et ça évitera effectivement que l'assureur conserve les fonds par devers lui parce qu'ils ne seront pas réclamés. Il y a aussi une autre manière, si vous voulez quand même rester un peu tranquille et sans prévenir vos bénéficiaires, vous pouvez, dans la clause bénéficiaire, juste faire une mention en disant que les dispositions de la clause bénéficiaire sont déposées par testament chez un notaire. Donc là, vous savez que
Il y aura la découverte de la clause bénéficiaire au moment de votre décès, parce que le notaire chargé de votre succession va la lire et va la découvrir. Vous savez que les sommes seront bien versées aux héritiers, mais comme ça, au moins, vous ne les avez pas prévenus et donc, éventuellement, ils ne seront pas tentés. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fameuse clause bénéficiaire qui revêt un caractère vraiment très important lorsqu'on parle de contrat d'assurance vie. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. Vous restez avec nous Frédéric pour répondre d'ici quelques minutes aux questions de nos auditeurs.